Monsieur Leblanc, merci de nous accueillir dans votre maison à Malkata. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer et puis de pouvoir vous poser 2-3 petites questions. Oui, je vous en prie. Ramsès II et Christian Leblanc, donc on peut dire que c'est une véritable épopée. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre plus belle découverte et votre plus belle rencontre humaine? Oh oui, alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais disons que, vous savez, c'est le site sur lequel nous travaillons, qui est un site évidemment immense, hein, c'est le Ramesséum de Thèbes, donc qui est un château de millions d'années que Ramsès II a mis en œuvre, si vous voulez, durant son règne, dès le début de son règne d'ailleurs. Donc l'aventure humaine, elle se continue jusqu'à aujourd'hui, puisque du temps de Ramsès II, effectivement, c'est un monument où il y avait énormément de personnes qui travaillaient à l'intérieur même de ce monument, de ce temple. Et aujourd'hui encore, voyez-vous, nous avons beaucoup de personnel qui travaille à la résurrection, finalement, de ce château de millions d'années. Alors c'est vrai qu'au cours de nos travaux, durant maintenant, depuis 1991 que nous travaillons dans le temple de Ramsès II, voyez-vous, donc il y a quand même près d'une trentaine d'années, eh bien, nous avons fait des découvertes, bien sûr. Alors, les découvertes ne sont pas toujours des trésors, Oui. mais ce sont souvent des informations qui sont particulièrement importantes pour l'égyptologie. Et je sais que l'une de mes plus belles découvertes dans ce temple, c'était par exemple de retrouver, au cours de nos fouilles, l'école du Ramesséum. Donc ça, nous avions connaissance de cette institution, si vous voulez, à travers des textes qui étaient notamment inscrits dans les tombes de ceux qui donnaient une éducation aux enfants de cette école. Donc toute une famille thébaine qui était connue, mais nous n'avions pas retrouvé les lieux dans l'enceinte du Ramesséum. Or, au cours de nos fouilles, nous avons pu retrouver finalement ce qui restait en architecture des lieux de ce qui était cette école, de cette institution scolaire. Et en plus, nous avons aussi retrouvé au sein de cette école tout un ensemble de documents qui confirmaient l'identification des lieux, c'est-à-dire finalement des cahiers d'exercice des enfants qui étaient des ostracas, vous savez, inscrits. On a retrouvé aussi des ébauches de sculptures, des dessins. Donc on a pu voir à travers cette documentation, si vous voulez, que les enfants qui venaient là, eh bien, allaient apprendre ce fameux métier de scribe à travers tout un ensemble, si vous voulez, de préceptes et surtout un ensemble de travaux particuliers. Ils allaient apprendre d'abord, bien sûr, à écrire, à lire, à dessiner, à sculpter. Donc c'était autant finalement de façons de pouvoir un jour ou l'autre devenir scribe. Donc là, c'était pour moi quand même une très belle découverte parce que cette institution qui était le fameux Père Ambre, la maison de vie, eh bien, nous en avions entendu parler à travers les textes, non seulement égyptiens, mais même Diodore de Sicile, qui était venu, voyez-vous, en Égypte au 1er siècle avant notre ère, qui avait visité ce monument, qu'il appelait d'ailleurs à son époque le tombeau d'Ozymandias, avait parlé de cette institution, de cette maison de vie. Ben, finalement, nous l'avons retrouvée. Donc ça, pour moi, ça a été quand même une découverte beaucoup plus importante plutôt qu'un trésor en or, si vous voulez, parce que nous avions enrichi l'égyptologie d'une découverte qui nous apportait énormément d'informations sur ce qu'était l'enseignement dans l'Égypte ancienne, et notamment à l'époque de Ramsès II. Ce qui prouve aussi qu'on est un peu dans le faux lorsque l'on parle donc, du Ramesséum comme un temple funéraire. Alors écoutez, oui, là c'est une façon très restrictive, si vous voulez, de parler d'un monument comme celui-là. Parce que ces temples que vous voyez là n'ont jamais été appelés par les anciens Égyptiens des temples funéraires. Oui. Ils les appelaient des temples ou des châteaux de millions d'années. Et je pense qu'il faut mieux revenir à ce véritable vocable-là, qui est plus large dans un sens, et qui permet peut-être de mieux comprendre ce qu'étaient véritablement ces monuments, qui étaient en définitive de véritables institutions royales, qui fonctionnaient d'ailleurs assez tôt après leur construction. Vous savez, le Ramesséum a demandé peut-être une vingtaine d'années pour être construit, mais déjà, à partir du moment où on avait construit le sanctuaire et où on avançait en progressant dans les autres parties du monument, il y avait déjà toute une activité qui s'était mise en place à l'intérieur de ce temple. Lorsqu'il était complètement réalisé, il faut savoir que le temple de millions d'années avait à sa tête un gouverneur et toute une pléiade de fonctionnaires, une véritable hiérarchie de fonctionnaires qui permettait à cette institution de fonctionner, d'exister. Et ce qui est très important, c'est qu'évidemment, ces temples permettaient d'abord, évidemment, de rendre un culte royal, puisque c'était ça leur véritable vocation au départ. Donc on exaltait le pouvoir royal, on rendait un culte au roi, non pas au roi mort, mais au roi déjà de son vivant. C'est-à-dire que le monument, voyez-vous, était déjà consacré pour le roi depuis son existence sur Terre. Et se prolongeait, bien sûr, au-delà de sa mort,
Et ça, à partir de ce moment-là, le monument devenait un monument de culte funéraire, bien évidemment. Mais avant cela, il y avait toute une période, la période du règne finalement, et Ramsès II a régné quand même près de 67 ans, donc ce qui montre que ce monument a beaucoup évidemment vécu bien avant la mort du roi. Il y a aussi une quantité de personnel qui régnait à l'intérieur et qui le faisait fonctionner, bien entendu. Et puis après sa mort, il faut savoir que le temple n'a pas été abandonné. Il a été continué, il a été repris par ses successeurs. Comme tous ces monuments, d'ailleurs, c'était des véritables biens de la couronne, en quelque sorte. Donc ils étaient entretenus, restaurés au besoin. Et puis il y avait encore toute une activité qui continuait d'exister. La preuve en est, c'est que, voyez-vous, nous avons dans ces temples aussi une redistribution des richesses vers la population locale et notamment vers les fonctionnaires royaux. Les artisans de Deir el-Médine étaient des fonctionnaires royaux. Oui. Et ben, on sait très bien que, par exemple, à l'époque de Ramsès III, vers la fin du règne de Ramsès III, en l'an 29 du règne de Ramsès III, il y a des grèves qui sont gérées à Thèbes, que ces artisans sont en grève, ils ont besoin de se nourrir, il n'y a plus de nourriture. Où vont-ils aller chercher leur nourriture? Vers les temples de millions d'années. Et on a le papyrus des grèves de Turin qui nous en informe très précisément, puisqu'ils vont notamment à la porte sud du Ramesséum. Donc voyez-vous le lien qui peut exister entre ces temples, finalement, qui étaient de véritables institutions royales, qui fonctionnaient dans la région, qui fonctionnaient au sein du nome thébain, et qui avaient donc une importance à la fois économique et administrative. Donc il ne s'agissait pas simplement de temples funéraires, c'était plutôt, il faut les voir comme de véritables institutions royales qui finalement apportait de la richesse à la région et redistribuait aussi cette richesse finalement pour tous ceux qui participaient finalement à la vie royale. On peut dire qu'en fait, encore aujourd'hui, eh bien, ce site participe encore aujourd'hui à l'économie. Il continue à donner finalement, évidemment beaucoup de choses à Ramsès II puisqu'on restaure son monument, oui, voilà. On le fait revivre en quelque sorte. Donc finalement, tous ces artisans qui travaillent sur nos chantiers pendant les fouilles et pendant tous les travaux de restauration sont à l'œuvre finalement pour restaurer l'œuvre de Ramsès II. Voilà, absolument. Ben, merci beaucoup, monsieur Je vous en prie. Leblanc. Merci.